Bien, je vous propose, merci beaucoup. Je suis Jean Brice, je suis un peu pour l'animation. Je vais distribuer la parole au fur et à mesure. On aura le temps de faire connaissance. Je donne la parole à Basile Citré pour l'ouverture officielle du séminaire. Attrapez, il y a un micro juste là. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est peut-être un peu difficile d'ouvrir parce que nous considérons que l'événement est important pour la province des îles. Et puis là, je vais me permettre de parler au nom du président qui est retenu par d'autres obligations liées à la gestion des institutions, des budgets notamment. Et donc, avant tout, grand chef, je me permets de me faire exprimer toute mon humilité pour dire ces quelques paroles. Les autorités coutumières, des Djehou et Nengone Yahi, monsieur le commissaire délégué, monsieur le maire de la commune, les représentants des autres communes, monsieur les directeurs des établissements de recherche et monsieur le président de l'université, mes chers collègues élus de la province des îles, mesdames et messieurs les directeurs de l'administration provinciale, c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. Parce qu'on me fait l'honneur de pouvoir dire au nom du président de la province des îles, et en tant que deuxième vice-président de l'exécutif ici, en tant que président de la commission développement durable et recherche appliquée, pour prononcer ces quelques mots, pour vous souhaiter, comme ça a été déjà dit, souhaiter la bienvenue, mais dire que nous considérons cette rencontre comme événement important, c'est une orientation importante pour la province des îles. Au passage, je me permets d'excuser le président de l'IAC, parce que c'est, comme ça a été précisé, c'est l'IAC, sous l'égide de l'IAC et du CRESICA, que sont mis en place toutes ces démarches, ces rencontres entre les élus de la province et les organismes de recherche. Comme certains d'entre vous le savent, c'est lors de son débat d'orientation budgétaire 2015 que l'Assemblée de la province des îles s'est prononcée en faveur d'une politique volontariste et structurante en matière de développement durable et de recherche appliquée. Et c'est à l'année 2016 qu'ont été précisées les orientations en organisant les priorités de l'action publique provinciale, notamment en 3 axes. C'est un peu la feuille de route de la province des îles depuis l'ouverture de cette nouvelle mandature jusqu'en 2019. Et les 3 axes s'articulent autour de la santé et la salubrité publique. Pour l'axe 2 qui concerne la femme, la formation, la culture et le sport, et l'axe 3 sur la continuité territoriale et les développements durables. Donc l'idée d'organiser le séminaire a alors germé et des discussions sont ainsi entamées entre l'IAC et la direction du développement durable et des recherches appliquées de la province. Parce que tout de suite, comme ça a été dit par Billy Wapoto tout à l'heure, tout de suite,
nous avons dit que le développement durable et la recherche aussi, j'allais dire que la recherche est intimement liée au développement durable. Et le développement durable, il s'inscrit dans l'épanouissement des populations, et notamment l'épanouissement des individus de la province des îles. Et c'est pour ça que le séminaire a ce sens et se veut transversal et intégrateur dans la démarche, dans la réflexion et, bien sûr, pour obtenir des résultats. Donc, pour les élus de la province des îles, des problématiques de la recherche se posent de manière permanente et de questions, j'allais dire, seront permanentes au cours de nos rencontres pendant ces 3 jours. Premièrement, quelle recherche développer pour venir en appui à l'exercice des compétences qu'exerce la province et des autres compétences que la province serait intéressée d'exercer. Et la deuxième question, comment organiser dans le futur les activités scientifiques pour répondre à la volonté politique de rééquilibrage dans le rééquilibrage global pour le pays et en particulier pour le rééquilibrage vers la province des îles. Donc, c'est comme je disais, c'est parce que vous, les instituts de recherche, vous avez compris les questions posées, les problématiques soulevées, et c'est pour ça que tout de suite s'est mis en place un comité de pilotage autour de Laurent Lhuillier, directeur de l'IAC, et effectivement des responsables du CRESICA. Et d'ailleurs, à partir de là, je remercie donc tout le travail mené depuis plus de 2 ans maintenant, et parce que, et c'est comme ça que nous avons compris, eh bien la recherche doit s'inscrire justement dans des problématiques de durée. Et c'est dessiné 4 étapes qui sont indiquées dans les fascicules. D'abord, la première phase a concerné à faire ce qu'on appelle le panorama de la recherche. Ça veut dire un bilan, un état des lieux. Et ça a été démontré par des annexes du fascicule où vous, les scientifiques, vous avez réussi à produire tout ce qui a été mené pour le compte de la province des îles et toutes les études ou les recherches qui ont été menées, même sans la demande de la province des îles, mais qui concernent directement ou indirectement la province des îles. C'est la première étape. Et il a fallu passer par cette étape nécessaire. La seconde étape, c'est la visite des établissements de recherche. C'est ce que nous avons souhaité pour faire rencontrer les politiques et la recherche. Là aussi, c'est une étape nécessaire. Il fallait pénétrer le monde de la recherche. Le secrétaire général, hier, en faisant un petit point avec les services, eh bien, il parlait de réconcilier la politique et la recherche. Mais cette période-là, de visite des établissements, moi, j'allais dire que c'est une période qui a permis pour nous de nous décomplexer par rapport à ce qui est sollicité souvent auprès des organismes de recherche. La troisième période, la troisième phase, c'est cette période de séminaire chez les fous, et je pense que je résume tout simplement pour dire que c'est là que clairement il y a confrontation sur place entre le savant et le politique. C'est ce qu'on espère vivre pendant ces 3 jours. Et la dernière phase, bien sûr, c'est la restitution, puisqu'on tend vers l'objectif de présenter aux politiques de la province des îles
le livre blanc de la recherche. Et le livre blanc de la recherche, c'est donner ces orientations qui tendent vers l'objectif du développement élaboré au niveau de l'institution. Bon, je finirai, excusez-moi de détailler un peu plus long, mais pour dire deux autres mots pour marquer l'importance de ces rencontres, parce que l'enjeu est pour nous est de taille, parce que nous sommes un territoire où on a d'autres richesses et on veut effectivement par les orientations de la recherche, on veut que ces richesses-là eh bien, soient mises au service de la province et au service du développement des îles. Et je parle là de la mer et de son lagon, de la biodiversité, du tourisme, etc. Donc voilà les atouts que la province peut receler dans son territoire. Moi, je terminerai ces quelques mots, mais parce qu'il faut penser à un jeune chercheur qui nous a quittés il y a 2 ans. C'était Charlie Zongo, qui est en tant qu'enfant de l'IFU et un très bon biologiste dans sa formation. C'est lui qui a semé les graines de ce que nous allons continuer aujourd'hui. Donc, une mémoire pour Charlie Zongo, parce que lui aussi, il est le référent, il est référent de la richesse et aussi des îles Loyauté, ça veut dire des hommes formés et de plus en plus, comme Edouard Naouya, de plus en plus des jeunes des îles se sont formés au niveau des chercheurs, comme chercheurs dans différents organismes et qui participent effectivement à apporter des éclairages pour le développement de la province des îles. Voilà ces quelques paroles, je m'excuse encore, voilà ces quelques paroles pour dire, marquer la solennité de l'événement, du moment. Pour nous, voilà, on a fait tout un parcours avec vous, avec l'ensemble des chercheurs, parce qu'on sait que la Nouvelle-Calédonie, nous disposons des atouts importants effectivement dans ce domaine. Et il faut faire des chemins également avec vous pour nous apporter vers, nous faire diriger vers les niveaux de développement qu'on souhaite pour nos populations. Merci beaucoup de votre présence. Nous sommes très contents, nous sommes honorés qu'il y a une présence importante de la part de différents organismes de recherche. Et au nom de la province des îles, au nom des autorités coutumières, nous souhaitons la bienvenue à l'IFU et bon séminaire pendant ces 3 jours. Merci. On m'a prévenu ce matin qu'il faut que je dise un mot. Donc, bon. Si je dis un mot, c'est que j'ai terminé mon mot. Là, ça fait un mot déjà que j'ai dit. En tout cas, bonjour à tous et je voudrais d'abord me faire petit devant toutes les autorités coutumières qui sont là, les grands chefs. Et merci surtout à eux d'être présents dans l'organisation qui a été faite par la province. Que tout ce qu'on fait, c'est pour eux, pour les tribus. Et merci également au commissaire délégué, aux élus provinciaux, aux vice-présidents qui sont là avec l'ensemble des élus. Merci à tous les chercheurs qui sont venus nombreux ce matin. Ça nous honore, comme dit le vice-président. D'abord de savoir que nos îles ont toujours été le laboratoire
du développement du pays et que beaucoup de choses qu'on fait ici sont testées ici en miniature, sont devenues appelées des propositions publiques, des politiques publiques ailleurs. Je dis ça parce que nous faisons le point, n'est-ce pas, monsieur le commissaire délégué, sur l'énergie renouvelable que nous tenons à faire à Lifou et puis aux îles, et que d'ailleurs l'État central essaie de nous soutenir derrière par rapport à ces genres de propositions parce qu'il voudrait faire un exemple dans l'ensemble outre-mer. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que depuis la prise en compte du développement des îles a débuté en 1985, institutionnel, je veux dire, au-delà de 85, ça a été des initiatives des chefferies, des églises, qui ont d'ailleurs, grâce à eux, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours là. Donc, depuis 85 exactement, donc, depuis les régions, donc il y a jusqu'à aujourd'hui, ça fait 47 ans. Et qu'aujourd'hui, l'espace qui nous est proposé par la province est intéressant parce qu'elle va dans le cadre de la gestion durable et que la gestion, la réflexion qu'on fait comme la recherche, qui soit fondamentale ou appliquée, comme disait un des représentants de nos chefs ce matin, elle n'a de sens que s'il va au service de l'homme. Et c'est important dans un espace aujourd'hui où nous prenons conscience qu'aujourd'hui, l'atout économique numéro 1, ben on ne fait pas trop confiance, qui est le nickel. Donc on doit recentrer nos efforts ailleurs, comme tous nos frères du Pacifique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce que vous faites aujourd'hui va nous permettre, après ce que je souhaite beaucoup, c'est que le résultat de ce séminaire, que les gens les plus modestes, comme les gens qui sont installés sur la terre ou dans d'autres activités, puissent s'en servir. C'est là où ce qu'on fait en 3 jours prend tout son sens. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, depuis notre arrivée également au conseil municipal, on s'est rendu compte, dans une des recherches qui a été faite par des jeunes de Djoulou, sur nos établissements, par exemple au niveau des îles, sur l'ensemble des cantines scolaires, sur des centaines de millions, il n'y a rien qui reste chez nous. À prendre l'exemple du collège de Oué, nous sommes à 90 millions de boîtages. Des haricots, des tomates. Et pourtant, il y en a qui pourrissent dans ce pays. Et on a besoin de nous aider dans ce sens-là. La recherche doit nous aider à s'émanciper. Pas dans le sens où certains veulent comprendre, mais dans le sens où comment les gens se prennent en charge ici. Et c'est là tout le sens des choses qu'on veut faire. J'espère beaucoup que la recherche, comme le résultat, comme la démarche qui est mise aujourd'hui, viennent nous renforcer dans l'idée que ce qu'on avait fait à Marais il y a des dizaines d'années avec le président Kaloy, c'était du bon sens. C'était du bon sens. Parce que vous allez nous aider à travers vos compétences à mieux gérer de manière durable l'ensemble des richesses que nous possédons ici. À commencer par la matière grise. Et je suis très content, comme disait le vice-président, que beaucoup de jeunes de Lifou, de Marais et d'Ouvert viennent nous aider. Avec vous, comme disait le
le Billy, vous les Téniois, vous venez nous aider à prendre notre place dans le développement économique de ce pays. Et je pense que nous avons notre place, l'ensemble des îles. Ouvéa, c'est quand même la plus grande poissonnerie de ce pays, vivant, qui ne fonctionne pas à l'électricité. Nous avons quand même derrière nous, dans nos tribus, beaucoup de choses qu'on peut donner, en termes d'agriculture, en termes de tourisme. Mais nous avons besoin de vos compétences pour venir nous aider à mieux, comme on dit, mettre les pions là où il faut mettre. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais j'espère simplement que pendant ces 3 jours de partage, nous allons être très patients pour écouter vos manières de voir les choses. Et comme dit souvent, on a besoin des yeux de l'extérieur pour venir nous aider à réfléchir dans nos îles. Parce qu'à force de rester dans l'île, il y a des moments où on tourne en rond. Voilà. Merci beaucoup et bon séminaire à tous. Merci, monsieur le maire. On va donner la parole au commissaire délégué qui nous fait l'honneur d'être présent. Merci. Merci. Messieurs les vice-présidents de la province des îles, monsieur le maire de Lifou, président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, grand chef, messieurs les représentants des chefferies et des autorités coutumières, mesdames et messieurs les conseillers de la province, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, monsieur le délégué territorial à la recherche et à la technologie, mesdames et messieurs les responsables des organismes de recherche, mesdames et messieurs, je veux saluer chacune et chacun d'entre vous venus à Lifou pour prendre part à ce séminaire. Je tiens à remercier la province qui organise ce séminaire en partenariat avec l'IAC et nous accueille aujourd'hui en soulignant combien ce lieu, ce Faré, cette maison commune des îles Loyauté, est l'endroit idéal pour lancer vos travaux. La recherche est souvent perçue comme étant trop éloignée des préoccupations concrètes, comme s'il y avait d'un côté les populations, avec leurs activités quotidiennes, et de l'autre les chercheurs, avec leurs travaux de recherche. Ce ressenti est sans doute inhérent à l'essence même de l'activité scientifique de recherche qui répond à des protocoles techniques et théoriques par nature complexes, car faisant appel à une multitude de données et de connaissances. Le grand mérite de ce séminaire, tel que souhaité par la province des îles, est justement de rapprocher et de tisser des liens entre les acteurs de la recherche et les populations, au service, in fine, de l'intérêt général. Il s'agit ainsi de recenser les différents programmes de recherche, de les structurer pour pouvoir ensuite permettre aux acteurs institutionnels de la province de définir une stratégie d'action publique d'ensemble en tirant profit du potentiel des îles tout en préservant un patrimoine exceptionnel mais fragile. J'ai pris mes fonctions il y a seulement quelques semaines en province des îles et j'ai déjà pu mesurer avec beaucoup d'admiration, mais également d'humilité, combien les Loyalsiens à Lifou, Marais et Ouvéa ont une connaissance fine de leur environnement naturel et ont le souci d'une utilisation des ressources harmonieuse et durable. Dans ce contexte, les enjeux de ce séminaire et les responsabilités des participants sont évidemment particulièrement essentiels dans les différents domaines qui seront abordés, qu'il s'agisse de l'agriculture, du tourisme, de la gestion de l'eau, des énergies renouvelables, vous en parliez, monsieur le maire, ou de la protection des populations face aux risques naturels. En Nouvelle-Calédonie,
la recherche est indissociable des provinces au regard de leurs compétences en matière économique ou environnementale. Les instituts de recherche nationaux intègrent d'ailleurs cette réalité dans leur organisation même. L'IAC, créé en 1999, réunit ainsi au sein d'un syndicat mixte l'État, le gouvernement et les 3 provinces. Le CRESICA, créé en 2014, rassemble une grande partie des organismes de manière à mieux coordonner les activités conduites en Nouvelle-Calédonie. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement des personnalités au sein de ces organismes qui ont supporté avec détermination et conviction cette action partenariale et répondre ainsi aux attentes de la province. Merci à vous, je vous souhaite un très bon séminaire. Bien, merci beaucoup. Merci pour ces discours. Je pense que c'est un cadrage qui est la vision. On a la vision des coutumiers, la vision des collectivités. On va changer la configuration de la salle. Je vais vous demander de vous déplacer parce qu'on va commencer à avoir des présentations. Donc on va être obligé de pousser les tables sur le côté et on va pouvoir commencer une première présentation de la province des Îles Loyauté pour essayer de vous présenter quel est son cadre stratégique sur le plan du développement. Donc on va commencer à être un peu plus technique, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et ça sera suivi ensuite par une présentation à 2 têtes avec Moulet qui est à côté de moi et Laurent L'Huillier aussi, sur la recherche elle-même, à la fois le cadre stratégique national de la recherche, puisque c'est une compétence nationale, et une présentation rapide sur la recherche en Nouvelle-Calédonie, en particulier en province des Îles. Ce cadrage est un peu long ce matin, mais on ne veut absolument pas le sacrifier, même si on a déjà pris 1 heure de retard. On ne veut absolument pas sacrifier ça parce que c'est notre feuille de route. Si on veut arriver à faire un travail technique pertinent dans les échanges, dans les travaux cet après-midi, ce cadrage est absolument essentiel. Et on l'a senti tout de suite, merci aux uns et aux autres. Je pense que ce qu'on a déjà entendu ce matin nous donne une vision extrêmement alternative, je dirais, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur le développement. Et je vais laisser la parole assez rapidement du coup aux techniciens de la province et pour nous présenter la stratégie de développement à la province des Îles. Merci. Donc, avant de prendre la parole, je tiens à m'abaisser ici devant les autorités coutumières, religieuses, et puis également devant vous, les chercheurs, et mes collègues de la collectivité provinciale, et puis de la commune. Cette présentation est un peu plus modeste que le titre éloquent qui est présenté dans le programme. Donc là, l'idée, c'est simplement, très rapidement, présenter les orientations globales, en fait, qui sont actées dans le cadre d'un document qui est stratégique pour la province, qui est le débat d'orientation budgétaire. Donc très rapidement, très sommairement, vous aurez une idée globalement des axes sur lesquels ils viennent structurer en fait, la politique publique de la collectivité. Mais très sommairement, je pense qu'on aura l'occasion de discuter plus dans le détail dans le cadre des tables rondes, des échanges qu'on aura, formels ou informels, soit plus tard au cours du séminaire. Et la première partie on fera un petit focus quand même sur quelque chose qui intéresse le séminaire, c'est la question de développement. Et puis on finira par une thématique, le développement durable et l'environnement. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Robert Royaridri, directeur du développement économique. Bonjour à tous. Je vais joindre à mes prédécesseurs pour présenter tout d'abord mes respects aux grands chefs et aux autorités coutumières ici présentes. Donc, comme l'a dit Georges, on va en introduction du séminaire vous présenter l'institution provinciale et les quelques axes qui définissent la stratégie des politiques publiques en province des Îles. Alors, une présentation de la géographie. Donc, le chef-lieu de la province des Îles, c'est Oué. Une surface totale de 1980 km², 18 287 habitants, 4 îles habitées, Maretiga, Lifou et Ouvéa, 3 communes, 3 aires coutumières et un statut foncier et des terres qui sont essentiellement coutumières. Alors, au niveau de la population, il est majoritairement kanak,
37% de la population a moins de 20 ans, 40% de la population est active et sans revenus. Au niveau des institutions, donc il y a la province des îles, collectivité locale principale, avec les 3 communes. Le budget annuel d'ACLAS sort des chiffres de 2015. De la province des îles, c'est 24 millions, un petit peu plus de 24 millions, 24 milliards, pardon, 655 millions. Ça a évolué d'année en année. Le budget des communes, qui sont en rapport avec la population. Là, on a une photographie de l'institution provinciale, 14 conseillers provinciaux, avec M. Nekone Peoun comme président, qui est aussi membre du Congrès, M. Charles Rochetine, premier vice-président, aussi membre du Congrès, M. Basile Citré, membre du Congrès, deuxième vice-président, et la troisième vice-présidente, Mme Vitaline Ouagueta. Vous avez les autres conseillers qui siègent au sein de l'exécutif provincial. Alors la province des îles, c'est une province qui est éclatée et qui est contrainte de démultiplier ses moyens. Donc 4 ports, 1 wharf, 4 aérodromes, 4 collèges publics, un lycée, 5 circonscriptions médico-sociales, 10 dispensaires avec son pendant dépenses de fonctionnement qui n'a pas d'équivalent en Nouvelle-Calédonie. C'est également une population rurale. Donc on l'avait dit tout à l'heure, 40% de la population active est sans revenus. 27% de cette population dispose de revenus en dessous du SMIC. 33% de la population a des revenus au-dessus. Et un petit peu plus de 67% de la population bénéficie de l'aide médicale publique gratuite. Alors, je vais passer ce slide pour évoquer un petit peu ce que M. Citré avait introduit dans son discours. Donc, à l'issue des débats d'orientation budgétaire, 3 axes majeurs ont été identifiés et qui font la feuille de route de l'action publique de la province des îles. L'axe 1 qui s'intéresse à la santé et la salubrité publique. L'axe 2 sur la thématique de la femme, la formation, la culture et le sport. Et enfin, l'axe 3 qui s'intéresse à la continuité territoriale et le développement rural. Alors, au niveau de la recherche est beaucoup plus sollicitée pour l'axe 3. C'est la raison pour laquelle on va s'attarder beaucoup plus sur 2 secteurs de l'axe 3. Alors, à commencer par le secteur 3 qui est le développement économique, qui se décline en 3 programmes. Donc, la poursuite du programme de développement des filières économiques porteuses. Un deuxième programme qui s'intéresse à l'appui et le soutien à la production et la commercialisation des produits agricoles et de la mer. Enfin, le programme 3 qui s'intéresse à la promotion d'un tourisme authentique et durable, l'augmentation de la capacité d'accueil de nos structures touristiques, et enfin l'accompagnement du développement du tourisme de croisière. Alors, quelques chiffres au niveau des filières de production. En 2016, 295 tonnes de copra sur OVA, ça équivaut à 55 857 litres d'huile de produit, un petit peu plus de 3,4 tonnes de vanille récoltées aux îles Loyauté, ce qui représente un chiffre d'affaires de 20 millions, un petit peu plus de 20 millions de francs, 17 tonnes de miel produit aux îles Loyauté sur les 3 îles, un chiffre d'affaires de 24 millions de francs, le santal qui est une filière on va dire prioritaire aux îles Loyauté. Il faut savoir que 60 tonnes de bois de santal sont exploitées par an et sont essentiellement dédiées à l'industrie de la parfumerie, ce qui représente 37 millions de francs en termes de chiffre d'affaires qui sont distribués à la population. C'est une filière qui génère une trentaine d'emplois. Au niveau de la production vivrière, qui est aussi une production principale, en jugé par le volume qui est traité chaque année par l'unité de conditionnement des produits agricoles de Tchapout, 33 tonnes. Et enfin, la filière pêche, avec des chiffres, 18 tonnes de poissons lagonaires qui sont livrés à l'UCPM d'OVA, l'unité de conditionnement des produits de la mer d'OVA, et 28 tonnes de pélagique à l'UCPM de l'IFU. Au niveau du tourisme, alors 2 grands axes, stratégie de développement du tourisme aux îles, bien entendu les croisières, le tourisme de croisière, avec en 2016 419 350 croisiéristes qui ont été accueillis sur Marais et sur l'IFU. Globalement, par année, il y a 200 touchés. Au niveau des prestataires, on en a 150 et ça génère un chiffre d'affaires de 260 millions par an. L'autre axe stratégique au niveau du développement du tourisme, c'est l'hôtellerie. Alors, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. On a 5 hôtels
aux îles Loyauté, ce qui représente une unité d'hébergement, capacité d'hébergement de 103 à 287 lits commercialisables. Alors c'est un chiffre d'affaires qui est généré à hauteur de 588 millions, pardon. Et comme je le disais en introduction, c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois, enfin pour nous en tout cas aux îles Loyauté, 124 emplois directs et 150 emplois indirects. Alors les projets en cours, surtout au niveau du tourisme, on a le projet d'hôtel Hilton Lifu Wajabé, qui est un hôtel 4 étoiles qui utilise la franchise Hilton. Alors, le coût total du projet, c'est 3 milliards 429 millions. La structure porteuse, c'est une SAS qui a été créée et qui est constituée de notre société d'économie mixte, la SODIL, et un GDPL qui regroupe les propriétaires fonciers de la zone. Au niveau de tourisme de croisière, il y a également un projet d'aménagement d'un village mélanésien sur le site des Assauts. Le coût total du projet, c'est 195 millions. Alors, par an, à Lifou, on a 100 touchés, ce qui représente 160 000 croisiéristes qui débarquent sur Lifou chaque année, avec un chiffre d'affaires qui est généré à hauteur de 200 millions. La structure porteuse, c'est une société d'économie mixte qui est en cours de création et qui sera également, qui regroupera également la SODIL et un GDPL qui représente l'ensemble des coutumiers de l'île. Alors je vais laisser à présent le soin à Georges de présenter l'autre secteur de cet axe 3. Je vous remercie. Alors peut-être avant de présenter ce secteur, simplement m'excuser auprès des collègues parce qu'on a dû sacrifier en fait. Vous avez vu les axes 1 et 2 qui sont liés en fait aux questions de santé publique, questions d'enseignement et de culture, mais ce sont des composantes principales de la politique, qui est dommage, des composantes principales de la politique publique provinciale. D'ailleurs, la santé et l'enseignement sont les secteurs les plus budgétivores de la collectivité provinciale. En matière de développement durable, il y a globalement 5 programmes qui viennent structurer en fait, la politique publique en la matière. Donc, en premier lieu, ça concerne du coup la préservation de la biodiversité et des espaces naturels. Des questions qui sont liées en fait, aux risques environnementaux, au traitement des nuisances et pollutions. Il y a un programme spécifique qui est lié au fait, à la mise en place d'un cadre réglementaire qui est adapté dans les îles Loyauté. Il y a un programme également qui concerne le projet d'aujourd'hui, en fait, qui sont structurés en fait, la recherche appliquée pour les îles Loyauté. Et un dernier point qui est considéré par les élus comme assez stratégique, ça a été évoqué par Monsieur le maire, qui concerne la transition énergétique. Donc alors c'est vrai que dans les îles Loyauté, il n'y a pas que les espèces qui sont emblématiques, on a des petits projets aussi emblématiques. Donc pour commencer, le code de l'environnement, c'est un projet, contrairement aux autres provinces qui ont adopté leur code de l'environnement depuis 2008, on a pris énormément de retard pour proposer en fait, l'outil, parce qu'on a mis énormément d'efforts pour ces questions de méthode. Qui consistait à faire de l'information, de la participation des populations, des autorités coutumières, des citoyens et puis des socioprofessionnels. Donc c'est vrai que depuis, on a mis extrêmement de temps. La première partie, on a proposé d'adopter en fait, le code de l'environnement en plusieurs parties, parce que c'était un chantier qui était colossal, des thématiques, il y avait une diversité de sujets à traiter qui était énorme. Donc, ce qui était proposé, c'était pour se laisser le temps de consulter, en fait, de travailler, de co-construire avec les populations locales, les autorités coutumières, on devait s'attaquer thématique par thématique. La première partie du texte a été adoptée en avril 2016, a concerné les principes généraux, des premiers textes techniques comme les espèces envahissantes ou la gestion des carrières de rachal, de calcaire, ou encore des installations, les ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc ensuite, cette année, on a pu adopter en Assemblée de province une réglementation qui concerne la gestion des déchets pour me permettre de structurer des filières d'export de déchets des îles vers des unités de traitement qui soient en fait soit à Nouméa ou à l'étranger. Et puis voilà, donc on a tout un programme avec pour objectif d'ici fin 2018, du coup, une couverture relativement complète en fait, des textes, des thématiques du Code de l'environnement.
Autre sujet peut-être emblématique, la gestion de déchets. C'est vrai que ça fait partie des sujets qui sont de compétences partagées avec la commune, mais ce sont des sujets importants parce qu'en corollaire, on a certains d'entre vous connaissent déjà puisqu'ils ont participé au gros programme eau du passé, programme adage, sage. Et c'est vrai qu'on a des enjeux importants, notamment sur l'IFU et Marais, en matière de gestion, préservation de la ressource en eau. Donc c'est vrai que la collectivité provinciale a mis énormément de moyens, notamment en partenariat avec l'État et l'ADEME, dans un programme de planification et mise en place d'un réseau de déchetterie, centre de tri sur l'ensemble des îles. Donc la première qui est active, elle est aujourd'hui sur l'IFU. On a sur Ouvert, en fait, le projet de déchetterie est en finalisation et les travaux doivent démarrer normalement sur Marais et sur Tiga. Et du coup, c'est vrai que la gestion de déchets dans le domaine de l'environnement, c'est le domaine le plus budgétivore, en fait, finalement. Parce qu'il faut, au travers du fonctionnement de ces structures, finalement, envoyer nos déchets vers les unités de traitement qui sont pas sur le territoire provincial. Donc, en parallèle, on poursuit en fait, le programme de résorption des décharges sauvages qui a déjà démarré depuis les années 2000, depuis des premières conventions en fait, partenariat avec l'ADEME. Notamment. Difficile de ne pas évoquer la question du patrimoine mondial. C'est vrai qu'on a sur les îles OIT un site, les lagans d'Ouvert et Boton-Beaupré qui sont classés au patrimoine mondial, donc depuis 2008. Et donc, est mis en œuvre localement en fait, voilà, des démarches originales, assez similaires de ce qui est envisagé dans le cadre de l'environnement, c'est-à-dire une gestion participative, d'essayer d'impliquer en fait, ce que la province considère comme les premiers garants de la gestion environnementale, les autorités coutumières dans la gestion en fait, du milieu. Donc c'est vrai que sur Ouvea, par exemple, ce sont l'ensemble des chefferies qui sont réunies tout autour de la table, autour d'un outil qui s'appelle le GDPL Bomene-Tapu, qui réunit l'ensemble des chefferies de l'île et qui est l'acteur central dans la mise en place, dans la mise en œuvre, dans la définition des actions de gestion et dans la mise en œuvre des actions de gestion. Donc voilà, on a reçu du coup des financements aussi de la part du Fonds européen pour financer des actions du plan de gestion. Et pour finir, vraiment je n'ai pas été exhaustif, simplement piqué par-ci par-là quelques sujets en fait, sur lesquels on travaillait. Un sujet un peu particulier puisque la province n'est pas compétente en matière de gestion de l'énergie, c'est une compétence qui relève du territoire. Mais s'agissant en fait d'une thématique qui est peut-être importante, structurante, notamment en matière de développement, difficile de parler de développement si on ne maîtrise pas ces questions énergétiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la Nouvelle-Calédonie a voté le schéma de transition énergétique. Et donc, du coup, par là même, la province des îles en fait, a travaillé en partenariat de Synergie, qui représente l'ensemble des opérateurs énergie du territoire, pour travailler sur un plan provincial de maîtrise de l'énergie, pour travailler à l'échelle de son territoire, voire en partenariat avec les communes, pour contribuer en fait, à la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une présentation sur la recherche. J'appelle Moulet, s'il te plaît, avec Laurent. Merci. C'est un plaisir pour moi en tout cas pour une première fois, c'est que j'accompagne mes collègues enseignants-chercheurs et chercheurs. Moi-même, je suis un universitaire et j'ai occupé le poste de délégué territorial à la recherche et à la technologie un peu plus de 2 mois. Donc je suis fraîchement en Nouvelle-Calédonie. Et en tout cas, c'est un grand plaisir d'accompagner cet exercice qui est très important. Et comme vous allez le voir à travers ce que je vais vous présenter, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est une déclinaison à différentes strates sur une méthodologie au fait de construire des préoccupations, notamment en matière scientifique, mais au service du territoire. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, au service du territoire, un territoire, c'est avant tout des femmes et des hommes. Et la science, elle doit être là, la technologie doit être là, au service des femmes et des hommes qui occupent un espace territorial. C'est dans cet esprit-là que, de façon générale, l'État a élaboré sa stratégie nationale de la recherche,
que je véhicule par ma fonction de délégué. Et il est intéressant qu'on présente en tout cas cette stratégie et qui se décline dans les territoires, y compris en métropole ou les territoires d'outre-mer. Alors bien évidemment, je vous parle ici, c'est université, organisme de recherche au service de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc l'objectif au fait de la stratégie nationale de la recherche, c'est d'abord de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux. Donc c'est quand même tout d'abord identifier les défis auxquels l'humanité, même au sens global, on est confronté. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter que sur des frontières, de dire c'est un problème qui ne peut se cantonner que uniquement sur un territoire limité. L'impact est forcément impact les voisins, impact qui va au-delà de nos champs de compétences territoriales. C'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on définit à plusieurs niveaux européens, même internationaux, et après on décline jusqu'à la commune, si vous voulez. Alors, l'État français, il affirme un rôle stratège en matière d'orientation et de programmation de la recherche. Quand je dis stratège, ça veut dire au fait que mettre une articulation que je vais présenter aussi après, c'est-à-dire on définit les axes et les défis auxquels on est confronté et ensuite on définit des outils qui nous permettent de travailler à différents niveaux et en même temps en étant tout à fait à l'écoute des acteurs. Parce que si la stratégie est là et les acteurs de terrain ne s'emparent pas de la problématique, bien évidemment, ça ne peut pas marcher. Et l'État a mis des outils, notamment à travers les contrats de développement, ou en métropole, on appelle ça les CPER, à travers lesquels il y a des négociations, des discussions, pour se mettre d'accord sur quelle stratégie on met ensemble pour décliner la stratégie et pour se confronter à nos défis. Alors, bien évidemment, il y a les programmes Horizon 2020 qui se déclinent au niveau européen et qui visent à répondre aux défis économiques et sociétaux. Et bien évidemment, il y a la valorisation de la recherche, l'innovation, le transfert de technologies et appui aux politiques publiques et développement de la culture scientifique et technique industrielle. Une de mes missions également aussi, c'est vraiment faire diffuser que les sociétés du savoir, ce sont les sociétés qui auront la capacité de répondre aux défis. La culture scientifique est très importante, et quand je dis la culture scientifique, c'est dans un panel à 380 degrés. Ce n'est pas la science technique ou technologique, il y a les sciences humaines, les sciences sociales, et ça a été rappelé par nos amis coutumiers, ça doit être centré autour de l'homme et de la société. Et ça, c'est une préoccupation également, en tout cas de l'État que je représente. Alors, j'ai résumé vraiment la stratégie sur les défis qui ont été élaborés. Et je suis certain que l'ensemble de l'auditoire, à un moment par rapport à des préoccupations et ce qui a été présenté, on peut retrouver parmi les défis, les 10 défis qui ont été définis, on se retrouve quand les territoires ou les régions élaborent leur programme de développement, on se retrouve sur ces 10 défis. Donc j'ai résumé vraiment sans détailler, c'est vraiment détaillé en 41 orientations, mais je me contente des 10 défis, mais on peut par la suite éventuellement discuter sur les différents défis. Comme vous voyez, il y a la gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique, ça a été à plusieurs reprises évoqué. L'énergie, à un instant, ça a été évoqué par Georges. Le renouveau industriel. Alors bien évidemment, la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi un secteur minier et je sais qu'il y a aussi des défis sur ce secteur-là. Il y a la santé et le bien-être, ça a été rappelé tout à l'heure.
la sécurité alimentaire et défis démographiques. Il faut bien accéder à des ressources alimentaires, c'est aussi un défi. Le transport et système urbain durable. Là aussi, le transport, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger avec les uns et les autres sur l'accessibilité, sur les moyens de transport les plus efficaces et les moins polluants. Et puis, bien évidemment, la société de l'information et de la communication. Là aussi, c'est un enjeu très important. La communication, le numérique, c'est quelque chose vraiment central dans le développement. Et société innovante, intégrative et adaptative, et une ambition spatiale pour l'Europe, et liberté et sécurité de l'Europe, de ses citoyens et de ses résidents. Ça, c'est vraiment les 10 défis qui ont été élaborés, et la stratégie nationale a également établi 4 programmes. Donc les enseignants, chercheurs et les chercheurs, quand ils répondent à des appels à projets, en fait, ils rentrent dans le cadre de ces programmes, les big data, l'environnement, énergie et développement durable, vie et santé, et hommes et société. Et puis, l'État a défini des axes prioritaires qui sont bien évidemment l'action 1 big data, système terre, observation, prévision, adaptation, biologie des systèmes et applications, du laboratoire aux passions, et hommes et culture. Ça, c'est vraiment les actions prioritaires qui ont été définies. Alors maintenant, c'est la déclinaison, comme je l'ai rappelé en préambule, la déclinaison de la stratégie nationale de la recherche dans les territoires s'est traduite par ce qu'on appelle une politique de sites en général à l'échelle des territoires. Et la politique de sites s'est dotée en fait des pôles visibles à l'international. Et la politique de site, elle doit favoriser les rapprochements entre universités, écoles, organismes de recherche au service de l'aménagement du territoire, et chose qui a été faite et avec beaucoup d'admiration, et je salue vraiment les collègues qui ont mis en place le consortium CRESICA pour répondre justement à cette déclinaison de la stratégie nationale dans le territoire. Alors la politique de site, j'en avais parlé. Au fait, il y a la cohérence entre, on va dire, la stratégie nationale et également la politique européenne. Et il y a également aussi la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est tout à fait cohérent avec la stratégie de la recherche. Et bien évidemment aussi, ça se traduit par l'expression au niveau territorial. Donc notamment la traduction territoriale du développement régional, ça a été évoqué tout à l'heure. Les orientations déclinées dans les contrats projets État-territoire, ici c'est les contrats de développement, et là j'ai compris qu'il y a une démarche plutôt inter-collectivité. Et puis les projets de chaque établissement concerné qui signe avec l'État son contrat d'objectif quinquennal. Alors j'ai dit tout à l'heure que sur le plan local, territorial, il y a un travail admirable qui a été fait, et on continue de le faire. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, pendant ces 3 jours, c'est aussi dans la continuité de ce travail qui a été fait par les acteurs de la recherche. C'est d'abord un diagnostic, donc il y a eu, on va dire, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces dans un territoire. Et à travers ça, il y a aussi les territoires qui élaborent leur schéma de développement. Il y a aussi un travail en 2015 sur la stratégie de l'innovation de Nouvelle-Calédonie. Et à travers cela, il y a eu donc le consortium qui s'est construit pour établir un projet partagé par l'ensemble des acteurs de la recherche au niveau territorial de la Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu une contractualisation d'ailleurs qui avait été signée à Paris avec l'ensemble des acteurs du CRESICA. Alors, le CRESICA, je me permets d'en parler, mais je vais tout à l'heure passer la parole à Laurent, qui est vice-président du CRESICA, pour présenter plutôt les déclinaisons thématiques qui avaient été choisies
par le consortium. Mais je voudrais juste ici dire que le CRESICA est toujours en interaction avec un certain ensemble à son environnement. Et parmi son environnement, vous avez l'État et bien évidemment les collectivités territoriales, les provinces qui sont aussi bien évidemment avec le gouvernement. Et sont en interaction permanente. Et aujourd'hui aussi, ce travail qui va être fait pendant les 3 jours rentre dans le cadre de cette interaction. Alors, un travail qui avait été fait par mon prédécesseur et qui avait recensé l'ensemble des potentialités en recherche. Moi, je voudrais juste, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je laisserai après à Laurent vous présenter. Il y a 4 champs: la bio-agrodiversité, les géosciences, santé et sciences humaines et sociales. Et juste avant de passer la parole, je voudrais juste ici rappeler en termes de financement et l'effort de recherche en Nouvelle-Calédonie, c'est de l'ordre de 60 millions d'euros. Et il y a une part de l'État qui est de l'ordre de 68% de financement pour la recherche en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, je vous remercie d'être patient et je laisse la parole à Laurent pour présenter le CRESICA. Merci bien. Bon, rapidement, donc je présente ça en tant que vice-président, comme l'a dit M. Abdelghani Idrissi. Le président du CRESICA, qui est Gaël Lagadec, est parmi nous. Donc merci Gaël de me laisser présenter ces quelques diapositives. Et puis, je n'ai pas mis mon nom, mais bon, je pense que tout le monde m'a identifié, pour ceux qui me connaîtraient encore pas bien. Je suis Laurent L'Huillier, le directeur général de l'IAC. Voilà, donc le CRESICA constitué en 2014 autour des acteurs là ici présentés, donc l'université bien entendu, 6 organismes de recherche nationaux, donc vous les avez à l'écran, et puis 2 organismes qui se sont ajoutés, dès le départ, l'IAC comme membre fondateur. Et puis le CHT qui est entré comme membre associé un peu plus tardivement. Alors on a présenté là aussi d'autres organismes qui sont l'IANCP, le service de la géologie et puis l'aquarium, qui ne sont pas actuellement membres du CRESICA, pas encore en tout cas, ça pourrait venir, mais qui sont des acteurs qu'il faut identifier dans le paysage parce qu'ils conduisent un certain nombre d'activités qui rentrent au moins en partie dans le champ de la recherche. Voilà, et le CRESICA fondé donc en 2014 à partir de 8 partenaires au départ, sauf erreur, Gaël, c'est ça. Le 9e, le CHT est rentré plus tard. Le premier travail qu'on a voulu élaborer a été la constitution, comme l'a dit Moulet, du projet partagé. Le projet partagé, c'est quoi? C'est un document stratégique en fait, sur lequel on a voulu se réunir, tous les membres du CRESICA, qui répond avant tout aux besoins de la Nouvelle-Calédonie et qui sont des orientations de recherche sur lesquelles nous estimions et nous estimons toujours, ce qui est toujours d'actualité bien entendu, que nous avons des moyens à mutualiser autour de problématiques où nous pouvons nous retrouver et travailler en commun, sans pour autant que des problématiques autres et spécifiques aux organismes de recherche puissent être traitées de manière en dehors du CRESICA. Le CRESICA n'a pas vocation non plus à réunir toutes les activités de recherche de chaque organisme, mais de réunir au moins ce qui nous rassemble, ce sur quoi on est capable de travailler en commun. Donc ça a été un travail d'élaboration qui a duré quand même quelques mois, qui a fait l'objet de la participation de nombreux scientifiques des organismes de recherche, où nous sommes finalement tombés d'accord sur un document qui a été résumé en environ 5-6 pages, dont je vous présente ici très rapidement au moins les grands chapeaux. Et puis ceux qui sont intéressés, bien sûr, on peut vous communiquer le document en question sans problème. Donc les objectifs thématiques du projet partagé, il y en a 3 principaux. Le premier, la valorisation du capital naturel, autour des questions de biodiversité, bien entendu, des mines et d'environnement. Bon, je ne décline pas plus. Le deuxième grand objectif thématique concerne les questions d'amélioration de la santé,
question centrale qu'on a voulu vraiment identifier comme étant un grand objectif en lui-même. Je ne décline pas plus non plus. Et le troisième concerne les analyses et l'accompagnement de l'évolution sociétale, sociale et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Et également 2 axes transversaux qui ne sont pas présentés là, sauf erreur, qui concernent les questions de changement climatique, et puis, bon, qui sont transversaux. Le changement climatique, ça touche à tous les domaines. Et puis le deuxième axe transversal qui concerne les questions d'insularité et de globalisation. Là aussi, des questions qui sont transversales. Voilà pour cette partie diapositive qui ont été préparées par M. Abdelghani Idrissi. Merci. Et je change pour finir une présentation plus axée sur la province des îles. Donc un focus sur la recherche aux îles Loyauté. J'attends juste que la diapositive arrive. Voilà. Donc, encore une fois, sous l'égide du CRESICA. Cette présentation que je vous fais est issue en fait du document Le panorama de la recherche en appui au développement de la province des îles Loyauté. Pardon. Et document qui a été donc édité, adressé à la majorité d'entre vous par mail sous format PDF. Là aussi, si certains ne l'ont pas eu, n'hésitez pas à nous le demander. Et dont on a fait un certain nombre d'impressions de documents donc en format papier que certains ont eu également. Donc on n'en a pas tiré suffisamment, hein, désolé pour tous les participants, mais là encore n'hésitez pas à nous le demander, au moins sous format informatique. Donc ce panorama a demandé un certain nombre de temps de travail, hein, puisqu'il a fallu réunir, faire collaborer un certain nombre de partenaires du CRESICA, et puis surtout on a voulu recenser et faire un bilan des travaux de recherche le plus exhaustif possible et en remontant le plus loin possible. Au début, on pensait commencer en 1989 à la mise en place des provinces, et puis très vite on s'est dit, bon, mais pourquoi 89 ? Certes, c'est une date importante, mais autant aller le plus loin possible. Donc en fait, on est remonté encore plus loin, et vous vous doutez bien que plus on va loin, plus c'est compliqué à retrouver des informations scientifiques, des documents scientifiques, et on a quand même fait l'exercice. Certes, il est imparfait, mais on est livré aujourd'hui dans l'état dans lequel il est là, et on verra comment encore le faire évoluer par la suite, on en reparlera. Donc ça a demandé 7 mois de travail de recensement. On a aujourd'hui un total de 770 références bibliographiques. Ça commence en 1940. Évidemment, les dernières sont celles de cette année. Et réunies autour de 15 thématiques scientifiques principales. Voilà, un premier graphique pour vous montrer que de 1940 à 2017, vous avez là le nombre de publications chaque année qui sont donc identifiés, recensés. On constate quoi ? Finalement, déjà globalement une très forte accélération dans le temps du nombre de publications par an. Vous voyez qu'en 40, dans les années 40-50, on est à 2, 3, voire 5 publications par an. Et au jour d'aujourd'hui, on est à 25 publications par an. Donc une augmentation très forte. Et notamment à partir de la mise en place des provinces. Donc ça, c'est pas anodin. Et certainement que les provinces ont contribué en fait à alimenter les organismes de recherche en question, peut-être même alimenter financièrement, on y reviendra, hein, ça a peut-être soutenu aussi des actions de recherche, structurer des actions de recherche pour les dynamiser. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que certainement le développement s'est accéléré au sein des provinces une fois leur mise en place, et la recherche a accompagné ce développement. On le constate par le nombre de publications. Les 15 thématiques scientifiques dont je parlais, donc ça c'est sur l'ensemble des publications, les 770, hein, donc depuis 1940 à aujourd'hui, on les a regroupées en 15 thématiques. Vous voyez les principales ici qui sont affichées, donc on voit l'agronomie, l'agroécologie, qui est le domaine je dirais, qui est principal, mais suivi de très près par la biodiversité terrestre, biodiversité marine, mais également au centre, plutôt vers le bas, les questions autour de diversité linguistique et culturelle, évolution sociétale, et puis les ressources minérales, les questions de géosciences également sur la droite. Au centre, en bleu, vous avez l'eau, qui est aussi un domaine qui est fortement traité. Voilà, je ne les présente pas tous en détail, ce sont des informations que vous avez dans le panorama, hein, dans le document.
Ça aussi, c'est dans le panorama. Vous avez ici une illustration des livrables. Les livrables, ce sont en fait les documentations scientifiques, scientifico-techniques. Donc les publications, les ouvrages, les thèses, les fiches techniques, tout ce qui est produit par les scientifiques sous différentes formes. Ce qu'on constate déjà, c'est que ces livrables sont variés. Vous voyez toute la liste. Je ne les passe pas tous en revue, mais bon, le plus important, ce n'est pas étonnant, ce sont les publications scientifiques. Alors ça, c'est souvent, en général, en anglais, donc ce n'est pas le livrable le plus intéressant, le format le plus intéressant pour les services de la province. C'est souvent un peu compliqué à lire. Mais ça se décline souvent sous une autre forme, qui sont des rapports d'études, des rapports de convention, des chapitres ou des ouvrages, qui sont plutôt en français. Et là, c'est à un niveau qui est plus facile à lire pour les collectivités en général. Mais là, vous avez que c'est quand même assez bien représenté dans ces différents types de livrables. Des informations intéressantes sur le financement de la recherche par la province des îles. Bon, ça c'est un petit peu fait de manière un peu subjective, parce qu'on a des informations dont on est sûr, les oui, qui est la deuxième ligne, on est sûr qu'il y a eu un financement de la province des îles. La première ligne c'est un oui, point d'interrogation, on a un doute, et puis inversement pour les non. Bon, donc voilà, c'est un classement sur les 770 références bibliographiques. Vous voyez qu'il y en a 94 plus 170, ça fait un total de 26% d'études qui ont été financées ou cofinancées, ou au moins financées partiellement. Le niveau de financement, on ne l'a pas, mais au moins financées partiellement par la province des îles. Donc ce n'est pas rien. Et si on se concentre à partir de 1989, qui est la mise en place des provinces, évidemment avant, la province des îles n'existait pas, les oui et le niveau des oui est quasiment le même, mais ça se concentre sur les publications de la période après 89, donc sur 568 références bibliographiques. Là, le nombre de publications, ça dépasse les 40%, plus de 40% des études qui sont financées, cofinancées par la province des îles. Donc la province a un rôle essentiel dans l'accompagnement de la recherche, au niveau financier au moins. Un graphique aussi pour illustrer comment dans le temps, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais compléter en fait des thématiques qui ont évolué dans le temps. Au début, dans les années 40-50, c'était surtout des études concentrées sur les questions de diversité linguistique et culturelle. Donc c'est pas récent finalement comme étude. C'était, je crois, la principale thématique traitée à l'époque, suivie des questions d'agronomie et d'agroécologie. Ça se diversifie davantage dans les années 60, 70, jusqu'à avant la mise en place des provinces. Sur ces sujets-là que vous avez, avec en premier sur le haut, j'ai mis les thématiques qui ressortent, c'est dans l'ordre d'importance. Donc je ne décline pas, vous les avez à l'écran. Il y a un pic à partir de 89-90, on l'a dit, dans les années 90. L'agronomie et l'agroécologie en particulier. Alors c'est pas étonnant parce qu'à l'époque, il y avait le CIRAD qui était présent et qui était actif dans ces domaines-là, notamment sur la province des îles. L'eau douce également, qui devient une thématique là, qui arrive très fortement dans les années 90, suivi des autres. Et puis les dernières traitées depuis quelques années, et toujours traitées au jour d'aujourd'hui, qui sont celles que vous avez à l'écran, la biodiversité terrestre apparaît en tête, suivi de près par d'autres que vous avez là, je ne décline pas plus. Voilà. Pour finir, les forces de recherche, soit présentes sur la province des îles, mais enfin bon, elles sont réduites, soit qui travaillent en appui à la province des îles, donc les forces de recherche aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai pris en compte la période 2011-2017, à partir de l'analyse de la bibliographie. C'est 191 références bibliographiques sur ces donc 7 dernières années, ce qui fait un rythme de 27 publications par an. Une vingtaine d'organismes de recherche sont impliqués. Alors l'ensemble des organismes du CRESICA, ça en fait déjà au moins 8, 9, mais bien d'autres. Et les autres sont soit dans la région, soit en métropole, en tout cas dans le monde. Vous voyez qu'on n'est pas seul. Et également impliqué plus de 25 partenaires du développement. Alors c'est par exemple la CPS, par exemple la Chambre d'agriculture, ici présent, je salue la présence du président. Par exemple, à travers la Chambre d'agriculture, le GDSA, le GDSV, et bien d'autres associations, et bien sûr les provinces qui rentrent dans ces partenaires. Donc plus de 25
qui sont souvent associés aux publications scientifiques, en tant qu'auteur. Hein. Et les chercheurs, eh bien, ce sont plus de 200 chercheurs impliqués sur cette période de 7 ans. Donc le potentiel de chercheurs impliqués qui travaillent sur des sujets qui intéressent la province des îles, c'est au moins 200 chercheurs, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans le monde. Et entre parenthèses, j'ai mis qu'il y avait 2 agents de l'IAC présents physiquement sur Maré. Donc ce n'est pas parce qu'il y a très peu de présence sur les îles Loyauté en termes d'acteurs de la recherche que vous êtes déconnecté de la recherche, bien au contraire. L'essentiel se fait sur la Grande Terre ou dans d'autres pays. Ensuite, pour finir, plus de 50% des études sont menées en partenariat, donc la plupart, et de plus en plus, se font. Il y a plusieurs organismes qui sont associés sur une même étude. Et puis, un dernier aussi cliché par rapport au CRESICA, les 3/4 au moins correspondent à une thématique du CRESICA. Vous voyez les 3 thématiques principales que je vous ai présentées. Et bien finalement, les 3/4 des études qui sont déclinées là correspondent assez bien à une thématique du CRESICA. Donc ça aussi renforce ou légitime le projet partagé du CRESICA qui a été rédigé en 2014. Voilà, donc pour finir, un merci à tous, en particulier aux collègues du comité de pilotage qui a travaillé depuis le début de l'année pour la mise en place du séminaire, à la province bien sûr, d'avoir initié ce travail, M. Citré en particulier, et puis son équipe rapprochée de la direction de la DDRA, donc Georges Cacoué et puis Louen Oupoué. Merci au CRESICA dans l'ensemble, hein, le CRESICA donc, qui a œuvré, que ce soit que pour l'élaboration du panorama par exemple, et également financièrement, puisqu'une partie du financement de la province des îles est bien sûr le contributeur principal. Merci encore à ce titre. Financièrement, la province des îles est le principal contributeur, mais le CRESICA contribue également, cofinance le séminaire. Voilà, et merci à tous. Bon, je vais rendre la parole à Jean Brice. Après ce moment d'échange qui a permis de dégager, même si on aurait pu continuer encore, hein, on aurait pu continuer encore longtemps et des idées intéressantes auraient pu encore émerger. Mais bon, je crois que l'essentiel est ressorti. Et l'idée, c'était quand même, à partir de là, pouvoir constituer des grands ensembles et former des groupes de travail pour la suite. Des groupes de travail autour de thématiques qui seront constitués à partir de ces post-it qui ont été rassemblés. Jean-Brice, tu veux en dire quelques mots là-dessus ou... Non, j'ai pas grand-chose de plus à lire. On a vu qu'il y avait des grands ensembles. Alors, déjà, on est limité par le nombre de salles. Donc, si on va essayer de faire 4 ou 5 grands groupes. On l'a vu ce matin, il y a des questions autour de la santé, de la biodiversité, de protection ou de valorisation de la biodiversité, savoir traditionnel. Bon, on continuera encore cet après-midi, comme disait Jean-Brice. Bon, je te passe la parole pour voir comment, vu qu'on a glissé aussi sur le timing, on a plus d'1 heure de retard. On finira certainement un peu plus tard dans l'après-midi que prévu. Bon, je pense que c'est là-dessus on a une petite marge de sécurité encore, c'est pas très grave. Merci. Merci à tous. Ce travail, on fera la synthèse cet après-midi. Cet après-midi, on a une séance de table ronde. Et avant la table ronde, on vous fera un retour et on essaiera de vous dire un petit peu comment on pourrait s'organiser. En tout cas, ça sera une proposition à discuter et ensuite on se partagera en groupe. On utilisera ça comme base de travail. On passe à une séquence là de présentation scientifique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en aura tout le long de ce séminaire. Donc ce matin et cet après-midi, on est sur les thèmes finalement de tout ce qui est valorisation ou potentiel de développement. On a une série de présentations, je ne vais pas les passer en revue. Simplement, en termes d'organisation, pour faire vite, je vais vraiment demander aux chercheurs, désolé pour la bousculade, mais de faire vraiment très vite. Hein. C'est vraiment l'enjeu pour nous, c'est de savoir à quoi servent vos recherches, comment vous le faites concrètement, pratiquement, et puis surtout, est-ce que vous avez déjà des résultats et puis ceux qui sont intéressés viendront vous poser des questions lors des pauses, viendront lire vos documents. L'enjeu n'est vraiment pas de faire une présentation à des pairs scientifiques, mais bien à essayer d'expliquer à l'assistance l'objet de vos recherches. Le chercheur qui présente
là, tout de suite, sur la gestion de la fertilité des sols, va venir devant. Que le suivant se prépare tout de suite à venir très vite, parce qu'on va vraiment enchaîner. Le temps que de poser une ou deux questions, mais très rapide, on ne pourra pas aujourd'hui rentrer dans le détail de chaque recherche. Ce n'est pas l'objet. Encore une fois, c'est de montrer simplement sur quoi vous travaillez. Donc j'appelle ceux qui présentent cette... je crois que c'est Julien Drouin, c'est ça? Julien? Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un projet qui étudie la gestion de la fertilité des sols dans le système de culture traditionnelle. Le lieu d'étude, c'était à Marais. Ce projet, il a commencé il y a 1 an et il est toujours en cours. Donc, le système de culture traditionnelle est défini comme étant sur Abati-Brully et avec un certain nombre d'années de jachère. Il est centré sur Ignam. Il a lieu sur des sols qui sont relativement fragiles, peu profonds et très filtrants. Et on a noté à travers différents travaux précédents qu'on avait une réduction du temps de la jachère. Au niveau des objectifs de ce projet, on va donc essayer de mesurer les impacts de la durée de la jachère sur le biofonctionnement des sols coralliens, la pérennité du système de culture traditionnelle avec ses contraintes et réduction du temps de jachère, et avec le but d'identifier, de définir des indicateurs pertinents pour qualifier la fertilité. Donc c'est un projet qui a une approche pluridisciplinaire qui utilise différentes compétences regroupées au sein de l'IAC et d'autres partenaires, donc en termes de botanique, d'entomologie, d'agropédologie, de tout ce qui est système de culture traditionnelle, et on fait appel aussi à un certain nombre de compétences qui ont été développées dans différents projets type AMAP, avec les dynamiques forestières, et en écologie microbienne avec la restauration sur les communautés de champignons et de bactéries. Donc les indicateurs qu'on a ciblés sont de l'ordre de 3. Donc les indicateurs traditionnels qui se basent sur un inventaire des pratiques traditionnelles et une valorisation de ces savoirs. Ensuite, des indicateurs classiques type physico-chimique avec les analyses de sol. Et ensuite, des indicateurs biologiques qui traitent du compartiment vivant du sol avec la macrofaune, les vers de terre et autres insectes, microfaune, les nématodes et les micro-organismes que sont les champignons et bactéries. On a choisi comme lieu d'étude, étant basé à Marais, avec 3 grands ensembles de sols. Et on a fait un focus sur les zones historiques qui sont cultivées et qui correspondent en fait au sol ferralitique oxylique. Et donc vous avez les 3 petits ronds qui correspondent aux parcelles qu'on a sélectionnées pour démarrer notre étude. Donc par rapport rapidement au niveau du protocole expérimental, on a 3 modalités. Donc jachère courte avec des jachères de 2-3 ans. Et des jachères longues de 8 à 20 ans qui correspondent en fait à des champs qui ont été mis au cours de notre étude dans l'année, qui ont été cultivés par les producteurs. Et ensuite, ce qui correspond aux forêts qui, pour nous, servent de référence, de témoins, des parcelles qui n'ont, pour ainsi dire, jamais été cultivées. Donc ensuite, on a 5 parcelles par modalité. On les a délimitées en sous-parcelles de 400 mètres carrés. Et on a fait des inventaires floristiques et des prélèvements de sol pour faire nos différentes analyses. Donc au niveau des indicateurs étudiés, là je ne vais pas pouvoir tout traiter, mais je vais vous en présenter 3 séries. Donc on a pu, à partir des agriculteurs avec lesquels on avait travaillé, relever principalement 4 plantes qui faisaient référence à la notion de fertilité. Donc voilà, je vous laisse lire. Donc principalement indicatrices de fertilité de par leur présence, leur développement, et parfois avec je dirais un petit plus avec une notion de profondeur de sol. Voilà. J'ai mis 3 petites astérix, j'en ferai référence tout de suite après. Voilà. Donc en fait par rapport ensuite on a pu faire au niveau des sous-parcelles des inventaires floristiques, on a pu déterminer des richesses floristiques. Donc on a pu constater que les jachères courtes étaient 2 fois moins riches que les jachères longues et les îlots forêts. Ensuite par rapport en fait au regroupement des données, on a pu voir que les différentes modalités jachères courtes, jachères longues et forêts étaient quand même regroupées et s'organisaient selon un axe temporel. Donc de la droite les jachères les moins longues, vers la gauche le plus long. Et en regardant un petit peu plus près, les espèces qu'on a pu inventorier, quand on est sur la droite, donc on retrouve des espèces végétales qui correspondent plutôt à des milieux ouverts et dégradés, et vers la gauche plutôt à des ensembles type forestier. Et donc en jaune, j'ai repris
des plantes qui avaient été inventoriées auprès des producteurs et qu'on retrouve plutôt donc, dans des milieux qui ont retrouvé un certain équilibre et qui correspondent à une meilleure fertilité. Donc voilà ce que j'ai résumé. Donc ensuite, en termes d'analyse de sol de différents indicateurs, là je vais m'attacher à vous présenter surtout les indicateurs sur la matière organique. Donc avec l'allongement de la durée de la jachère, on a une matière organique qui augmente dans le sol. Donc c'est un indicateur qui est très important parce que c'est grâce à la matière organique qu'on va pouvoir piéger les éléments fertilisants et ça va aussi servir de tampon par rapport à la nappe phréatique qui se situe sous le sol déloyauté. Et ensuite, par rapport à la biomasse microbienne, donc là encore, on a plutôt une évolution positive, une augmentation avec le temps. Et là, pour l'instant, on a juste donc une grosse boîte. On a commencé à regarder dedans au niveau moléculaire. Et ce qu'on a pu voir pour l'instant avec des premiers résultats, avec du séquençage de masse, c'est qu'au niveau des champignons, on a à peu près plus de 2 millions de données qu'on va devoir analyser. Voici. Donc ensuite, un autre indicateur biologique, donc je m'attachais à vous présenter les nématodes. Donc voilà, différents nématodes qui sont regroupés en fait en fonction de leur régime alimentaire et leur dynamique, leur démographie, on va dire. Donc d'un côté, les phytophages correspondent à la couverture végétale et dont on entend souvent parler parce que c'est à l'origine d'une perte de production. Et les nématodes libres qui, selon leur mode de consommation, bactéries, champignons ou autres, donnent des indications sur la dynamique de la matière organique, le recyclage des nutriments et indiquent aussi des perturbations d'ordre chimique ou physique. Donc voilà, donc rapidement par rapport au nombre de nématodes, on n'a pas réellement d'influence de la population totale des nématodes au cours du temps. En revanche, si on regarde un petit peu plus en termes de répartition, on a un indice de Shannon qui nous donne des informations par rapport à la diversité. Donc avec le temps, on a une augmentation de la diversité, et avec un autre indice sur l'équitabilité, on a effectivement une augmentation de la proportionnelle, on a une meilleure répartition des différentes populations de nématodes au sein du sol. Voici, donc rapidement, après plus au niveau agricole par rapport aux justement pression potentielle des nématodes. Donc là encore, phytophages totaux, on a peu ou pas d'évolution au cours du temps, en tout cas pas significative. Au niveau des phytoparasites, en revanche, on voit bien qu'il y a une nette diminution. Et en termes de phytophages facultatifs, on a comment on appelle ça, une augmentation. Donc, ce qui se traduit finalement pour pas vraiment d'évolution au niveau des phytophages totaux. Voici. Dernier indice qui peut être utilisé aussi avec les différentes communautés de nématodes. On voit bien que, en tenant compte de différents indices d'enrichissement et de stabilité, qu'on a toujours, on voit apparaître le gradient de temps, avec effectivement les forêts qui correspondent à une amélioration du milieu avec la durée de la jachère. Voici, donc pour conclure, voilà, rapidement reprendre ce que vous ai présenté. Au niveau avec l'âge de la jachère, on a une population végétale qui évolue. On a une matière organique et une biomasse qui augmente, microbienne. Et au niveau des communautés des nématodes, diminution des nématodes phytosanitaires, augmentation de la diversité fonctionnelle et de la diversité taxonomique, et amélioration des conditions de la fertilité des sols. Voici. Et enfin, donc je pourrais vraiment pour conclure, au niveau des perspectives, donc ce serait de poursuivre ce projet pour pouvoir, je dirais, consolider les indicateurs qu'on a pour l'instant commencé à identifier, de continuer à améliorer les connaissances sur le fonctionnement des sols de type corallien et de développer aussi un projet qui est en lien par rapport à la cartographie du stock des matières organiques sur l'ensemble des îles loyautées. Voici. Merci. Oletti. Merci Julien. Je pense qu'il y avait un quatrième point, c'est vulgariser aussi pour les gens qui connaissent rien au sujet. Mais merci. On sent bien qu'on est là dans des choses hyper spécialisées, difficiles. Effectivement, un des gros enjeux sur ce genre de recherche, c'est ensuite effectivement la partie opérationnelle. Comment on se sert de ça sur la fertilité pour travailler avec les gens. Parce que si tu arrives avec ce PowerPoint dans les tribus,
Mais les gens ils sont gentils, les gens, hein, ils sont polis, ils vont t'écouter, mais après, c'est comment ils l'utilisent. Là, il y a tout un travail, effectivement, comment on passe de cette recherche qui est très utile, très importante pour l'avenir de l'agriculture, à quelque chose qu'on va pouvoir effectivement utiliser, et pas seulement dans un milieu de techniciens. Donc merci beaucoup. Séverine, on propose un autre dispositif. Okay. Tu vas devoir gérer et la télécommande et tu as aussi ta présentation ici, si tu veux, devant tes yeux, parce que ça évite ça te permet d'être face aux gens, si tu veux. Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Séverine Boire, je suis chercheur géographe à l'IAC, basée à Pointe-Boute, donc en province Nord. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un travail qui a été mené par l'équipe Territoire, Acteurs et Usages, donc qui est la petite équipe qui est basée à Pointe-Boute sur l'agriculture familiale sur terre coutumière. Alors, je vais essayer de faire ça, donc j'ai 5 minutes, hein, c'est ça ? Plus que 4,5. Alors, c'est une idée qui est un peu vieille, qui remonte au milieu des années 2000, où en fait le constat c'était qu'on connaissait encore mal, et surtout qu'on mesurait mal cette agriculture familiale sur terre coutumière. Il y avait les recensements généraux agricoles, etc. Donc on avait pas mal de données, mais on sentait qu'il se passait des choses, mais on ne l'avait jamais mesuré. Du coup, avec les provinces, le gouvernement et les instituts de statistiques de la Nouvelle-Calédonie, on a monté une grande enquête agricole à l'échelle sur terre coutumière. Donc on a pu enquêter donc en 7 mois 1786 ménages. Pardon, mais ça diffuse pas. Excusez-moi, voilà. En fait, je vais faire comme ça plutôt. Et au final, c'est bon. Au final, on a réussi à aller voir 12,5% de la population vivant en tribu, ce qui permet d'être statistiquement représentatif. En gros, il y avait beaucoup de thématiques en termes il y avait beaucoup de thématiques qui étaient abordées. Et c'était étudier la place des activités agricoles, de la pêche, de la chasse dans le quotidien de ces familles, la place des autres activités de travail, par exemple le salariat qui s'est beaucoup développé, mesurer l'importance de ces activités en volume et en investissement, et puis vraiment, d'un point de vue statistique, essayer d'insérer ce travail dans une réflexion de statistiques publiques. Alors, j'ai juste ciblé quelques résultats. Le constat, c'est qu'on a des activités agricoles et de prélèvement pêche-chasse qui sont toujours très vivaces et qui sont non négligeables. D'abord, on a 97% des familles qui ont toujours un champ sur terre coutumière. En province des îles, 49% des individus de plus de 16 ans ne font que l'agriculture, la pêche et la chasse. On en a discuté tout à l'heure avec madame. Voilà, ça veut dire que c'est très très structurant pour les gens des îles. À l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, le constat, c'est que ces activités, elles résistent même dans les zones de développement, comme sur la zone VKP, où on ne constate pas forcément un basculement des activités salariées vers la mine. On ne voit pas forcément un basculement des activités agricoles vers la mine, puisque les données ont été collectées pour l'année 2010. J'ai choisi quelques chiffres clés qui concernent la province des îles. Du coup, je vais aller vite. Sur les productions végétales, en gros, le constat, c'est que la province des îles produit participe beaucoup à la production végétale sur les terres coutumières, avec Marais qui produit la moitié des tubercules de la province. Tout le monde ne produit pas de la même manière. Par exemple, si on regarde à Marais, en fait, on constate que 50% des familles en fait, produisent 15% de la population. Ça veut dire que les tubercules sont partout, mais que le gros des productions ne concerne que peu de gens. On a également des données sur la pêche, où là, donc, pour la province des îles et pour Marais, donc, on voit l'importance de la pêche en mer par rapport à la pêche en rivière, plutôt pour la province nord notamment. J'ai choisi également des chiffres sur la chasse parce qu'il y aura une autre présentation sur les pratiques de chasse à la roussette, où en fait, sur terre coutumière, la chasse aux cerfs et aux cochons sont très très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en province des îles, il n'y a pas de cerf, et du coup, l'importance de la chasse à la roussette, avec des chiffres qui ont fait d'ailleurs beaucoup parler. Mais on pourra en reparler dans une autre présentation plus tard. Dernier élément, ça a été abordé tout à l'heure, c'est la question des revenus.
Donc quelle place ont ces activités dans les revenus des familles sur terre coutumière? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue monétaire, l'argent dans les tribus, il provient d'abord des salaires et des revenus sociaux, donc des aides sociales. L'agriculture, l'élevage, la pêche et la chasse, ça occupe beaucoup de gens. Les gens continuent de le pratiquer, mais ce n'est pas ça qui crée de l'argent. Par contre, j'ai mis quelques chiffres, si on fait un petit exercice de valorisation de ces productions, c'est-à-dire qu'on affecte le prix du marché à tout ce qui est autoconsommé et donné, ça a ses limites, mais ça permet de mettre en valeur certains éléments. Ce qu'on va appeler les revenus non marchands, qu'on agrège aux revenus monétaires, ce qui fait un revenu total. La part de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche et de la chasse passe à 28% de ce revenu. Du coup, on voit que c'est vraiment quand même très très important. En conclusion, donc on a des activités qui sont toujours vivaces, qui sont non négligeables, qu'on a une production, donc ça traduit une production de richesse sur ces terres coutumières. Si on prend toute cette équivalence, donc les 1,12 milliards qui sont issus de l'agriculture, des activités de prélèvement, en 2010, c'est équivalent à la production agricole marchande qui passe par le marché de gros. Du coup, ça permet de rebalancer un peu l'analyse et de mettre en valeur des activités, une production de richesse sur ces terres coutumières qui est souvent invisible. Je ne l'ai pas développé ici, mais ces activités, du fait qu'elles sont utilisées dans l'autoconsommation et dans les dons au quotidien et pendant les cérémonies, ça permet de réduire les inégalités. Et tout ça, en fait, de notre point de vue, on l'a beaucoup mis dans l'ouvrage La Nouvelle-Calédonie face à son destin et la réflexion sur la soutenabilité. À notre sens, ces activités, en fait, sont la partie, ce qu'on peut voir d'un capital culturel et social toujours très important et certainement une ressource à valoriser pour la province des îles. Voilà, cette recherche, elle nous a permis de développer des enquêtes intéressantes, des méthodes d'enquête innovantes, nouvelles. Le seul problème, c'est qu'on a une photo en 2010, mais on n'a pas le film. Du coup, l'enjeu peut-être aujourd'hui, c'est aussi de mettre à jour ces données qui sont disponibles sous forme de rapports. La base de données va être disponible aussi là, dans les prochains mois, et de les mettre en perspective avec les questions d'alimentation, de santé. On nous a posé beaucoup de questions de ce point de vue. C'est pourquoi, dans la prochaine programmation de l'IAC, l'idée, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut, avec les provinces, le gouvernement, les partenaires du CRESICA, comment est-ce qu'on peut mettre à jour en partie ces données et surtout développer d'autres études pour combler d'autres données lacunaires, toujours sur l'informel, mais de mettre ça en lien avec des études sur les questions de santé, les questions d'alimentation, les questions de genre, la place des femmes dans ces familles. Du coup, voilà, il nous semble qu'on a un projet à moyen terme à monter l'IAC avec le reste du CRESICA et les services techniques du pays pour construire un projet d'observatoire de ces ruralités en mutualisant les moyens, mutualisant les observatoires qui existent déjà. Et du coup, pour l'année prochaine, la province Nord a accepté de financer une étude de faisabilité. Donc voilà, probablement qu'on va revenir vous voir pour discuter de ce beau projet, il nous semble. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Donc bonjour, moi je vais vous parler, Valérie Kaji, donc je vais vous parler des plantes utiles, leur importance dans le développement d'une agriculture durable, résiliente et originale aux îles Loyauté. Donc on connaît le contexte des îles, on en a beaucoup parlé ce matin, donc on a un écosystème fragile mais original avec une agrobiodiversité qui est unique. On a des sols calcaires qui nous permettent de mettre en place des cultures spécifiques province des îles qui sont adaptées à ce contexte pédoclimatique. On a également une ressource en eau limitée, mais qu'on peut gérer par des plantes utiles, innovantes et adaptées. On a une insularité qui peut être un facteur limitant, mais qui est aussi un atout pour la protection sanitaire de nos plantes. Et je prends l'exemple du Bunchy Top, dont Marais est indemne. Et puis, surtout, on a une communauté qui est intimement liée à la terre et qui possède d'importantes connaissances sur les plantes utiles et les pratiques agricoles traditionnelles. Donc l'objectif de nos recherches à l'IAC, l'équipe arboréale pour les îles Loyauté, c'est le développement d'une agriculture innovante, performante et résiliente qui peut permettre aux communautés d'assurer leur sécurité alimentaire, la génération de revenus dans le respect de leur santé, de l'environnement et surtout de leur identité socioculturelle.
Donc, je vais lister les différentes méthodologies et après, je vais illustrer, surtout par production en fait, les résultats ou les perspectives qu'on a, où on a utilisé ces différentes méthodologies. Donc, notre première méthodologie, c'est l'évaluation du potentiel agronomique des ressources génétiques locales, qu'elles soient de l'agrobiodiversité ou de la biodiversité, ou introduites dans le souci d'optimiser les cultures qui sont déjà en place sur les îles Loyauté. Notre deuxième méthodologie, c'est l'étude des comportements physiologiques de ces ressources-là en réponse au stress. Donc, on va s'intéresser au stress hydrique, au stress salin et à l'adaptation au sol calcaire pour pouvoir donner de la performance aux cultures qui sont en place sur les îles Loyauté. Et puis, un côté plus innovant, c'est la recherche de métabolites secondaires pour créer de l'innovation à travers des filières, des nouvelles phytofilières, et aussi on recherche un petit peu l'utilisation en fait de substances naturelles à travers des extraits naturels des plantes pour imaginer à créer des biopesticides. Voilà. Donc, je vais mettre très rapidement en avant donc, un petit peu les principaux résultats qu'on a eus au cours de ces années avec nos travaux sur les îles Loyauté. Donc, notamment sur l'avocat, on a introduit du matériel végétal et on a aussi utilisé les ressources, les variétés locales pour pouvoir en fait étaler la production sur le marché pendant toute l'année. En fait, c'est pas vraiment toute l'année, ça va de janvier à septembre. Et on a également travaillé sur la qualité de ces productions pour pouvoir vraiment... on a parlé du label qualité de la production de marais, par exemple. Et c'était vraiment pour mettre en avant cette qualité. Donc, on a établi la teneur en pourcentage d'huile de chacune de ces variétés afin de définir le point optimal de coupe pour avoir les meilleures qualités de fruits possibles à la dégustation. Au niveau toujours des avocats, on a essayé d'ajuster les besoins en nutriments et en eau en fonction de la physiologie de l'avocatier afin de bâtir une agriculture à faible intrant. Donc une agriculture performante mais qui utilisait peu de fertilisants et peu d'eau. Là, ce sont les recherches qu'on a en cours maintenant. Donc, on est à la recherche de porte-greffes d'avocatiers qui peut aider à optimiser, à tolérer certaines maladies comme le Phytophthora, donc avec l'introduction du cultivar Thomas. Et également, on est en train de travailler sur un porte-greffe nanifiant Gwen les porte-greffes nanifiants permettent de ne pas avoir de prise au vent et de réduire les risques cycloniques sur nos productions. Au niveau des agrumes, donc, de la même façon, nous avons pu caractériser 182 variétés d'agrumes différentes sur la station de Pau-Creux et certaines ont été déjà transférées sur le centre data à Marais. Ça permet de la diversification et l'étalement de la mise en marché et de la production, et ainsi que nourrir en fait nos filières d'agrotourisme. En perspective, et ce qu'on est en cours et en perspective, c'est la recherche de nouveaux porte-greffes. Donc avec la tolérance au sol calcaire. Donc il y a eu des essais de porte-greffe sur le site data qui nous permet de définir en fait un porte-greffe qui serait plus tolérant à nos sols des îles Loyauté. Nous avons aussi le porte-greffe Flying Dragon qui est nanifiant. Donc toujours de la même façon que pour les avocats, on réduit notre risque cyclonique par rapport à des arbres qui seraient plus haut. Là, à droite, vous voyez, à hauteur d'homme, un porte-greffe nanifiant sur agrumes, l'arbre, la hauteur de l'arbre. Et bien sûr, donc, des travaux ont été menés dans le cadre de la thèse de François-Madame Bassi sur la tolérance à la salinité des agrumes. Donc, au niveau innovation, donc ça, c'est un programme qui est également en cours et qui offre pas mal de perspectives. C'est qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons des citrus endémiques qui sont potentiellement tolérants à la sécheresse. Donc on est à la recherche d'indicateurs pour pouvoir utiliser ces porte-greffes-là pour l'agrumiculture. Et ces enjeux ne sont pas seulement loyalciens ou territoriaux, mais ils peuvent être nationaux et internationaux. Et à partir des substances naturelles, donc, que je vous en parlais, on peut avoir des huiles essentielles, on peut avoir des biopesticides et on peut avoir d'autres composés qui peuvent trouver une application dans différents domaines. Donc vous avez en bas les photos du citrus endémique Oxanthera avec des odeurs très très particulières et peu de connaissances. Donc résultats et perspectives sur les bananes et les arbres à pain. Donc j'en profiterai pour conclure sur cette diapo. La caractérisation qu'on a pu mener sur ces deux productions
nous permettent de mettre en avant en bleu les variétés de bananes traditionnelles qui se déclinent, qui se distinguent par rapport à toutes les bananes des autres couleurs sur 10 îles à l'échelle du Pacifique et qui démontrent qu'il y a une spécificité génétique au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur ces bananes. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi en Nouvelle-Calédonie et pourquoi pas dans les autres îles du Pacifique? Et c'est simplement les traditions socio-culturelles qui ont permis en fait la conservation de ces bananes et de ces gènes qui peuvent être intéressants dans l'amélioration variétale de la banane. Donc en fait c'est parce que les gens d'ici, la banane est très ancrée dans leur culture. Et ils n'ont pas choisi des bananiers qui étaient productifs, mais ils ont choisi des bananiers qui étaient représentaient l'identité d'un clan, qui avaient une symbolique dans leur tradition. Donc, quand on fait ces caractérisations et connaître mieux les plantes afin de les valoriser, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui est original et spécifique qu'on peut valoriser? Comment conserver une banque de gènes intéressant? Quoi conserver et quoi protéger? Quelles sont les méthodes de sélection et de domestication des communautés? Tout ça pour répondre, pour connaître mieux notre biodiversité et répondre à des enjeux importants qui sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé avec la fabrication des alicaments et nutricaments, je pense notamment aux antioxydants qui peuvent exister dans nos bananes qui sont très colorées, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture durable et surtout le respect d'une identité socioculturelle parce que bien souvent on part à partir des savoirs des gens et leur connaissance des plantes. Donc en conclusion, pour moi, c'est l'homme et ses valeurs socioculturelles qui sont les meilleurs garants de la conservation des plantes utiles. Ça, c'est valable à une échelle internationale, mais c'est tout à fait valable et encore plus, de façon plus importante, je pense, sur les îles Loyauté. Autres exemples de diversification que je ne pourrais pas détailler parce que je n'ai plus le temps. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On se rend bien compte du potentiel qu'ont les îles et comme quoi les savoirs sont éminemment importants.